Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production. François Bozizé jette le masque, longtemps accusé d'être l'instigateur de la rébellion armée qui a exigé l'arrêt du processus électoral et promis de renverser le pouvoir du président Faustin-Archange Touadéra. L'ancien président a décidé d'assumer. Il est désormais à la tête de l'organisation rebelle de la coalition des patriotes pour le changement CPC, une communication officielle qui intervient alors que l'ancien chef de l'État a décidé de quitter ses fonctions à la tête du Kwanakwa, son parti, en désignant un président par intérim. Et que signifie pour l'ancien président cette prise de responsabilité officielle à la tête de la rébellion? Est-ce pour donner un souffle nouveau aux rebelles qui visiblement seraient en train de perdre du terrain dans leur bataille face aux forces loyalistes? Quelle chance pour cette rébellion de prospérer? À cette dernière question, Vladimir Titorenko, ambassadeur russe en République centrafricaine, a bien sa petite idée pour le diplomate. François Bozizé est un criminel qui doit être arrêté et traduit devant les tribunaux Centrafrique. Bozizé, chef de rébellion, quelle chance de voir prospérer cette quête. C'est le thème autour duquel graviteront les analyses de nos débatteurs du jour. Bonjour à tous et bienvenue. Avec nous aujourd'hui, Patrick Armand-Pouillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous, Suleiman Abzat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Patrick Armand-Pouillon, ma première question est pour vous. Bozizé qui décide officiellement d'être un coordonnateur général de la rébellion. Qu'est-ce que cela traduit? Soit qu'il a trouvé une opportunité, soit qu'il a le dos au mur. Dans les deux cas, il ne faut pas perdre de vue l'un ou l'autre de ces deux cas. Soit il est en perte de vitesse, il a le dos au mur et il s'accroche à quelque chose pour ne pas disparaître, soit il a une situation en main. Je voudrais préciser que c'est un monsieur qui a été chef d'état-major, qui a été chef d'État, tout ça, donc qui n'est pas n'importe qui en situation militaire. Seulement, ce n'est pas parce qu'on n'est pas n'importe qui que toute situation est favorable. En matière de stratégie, lorsqu'on est en perte de vitesse, on monte des muscles. Lorsqu'on est en fort, on fait le petit pour laisser l'autre venir. Donc, dans les deux cas, je pense que si je dois pencher pour un cas, en connaissant la situation actuelle du terrain, je crois qu'il a le dos au mur et il veut tenter quelque chose. Alors, sur le même date, François Bozizé décide donc officiellement de prendre la coordination des mouvements rebelles réunis au sein donc de cette CPC-là. Leur agenda est connu depuis mi-décembre 2020. Empêcher la capitale d'être alimentée, renverser, pourquoi pas l'État, puisque visiblement l'objectif, c'est de conquérir le pouvoir d'État par les armes, selon vous. Pourquoi est-ce que Bozizé décide maintenant de s'afficher sur ce terrain-là? On a beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. La position de Bozizé, comme l'a dit mon co-débatteur, sur les deux tableaux, c'est une analyse qu'on pourrait faire. Mais moi, j'enfoncerais le clou en disant qu'il a certainement reçu des appuis, n'est-ce pas, autour duquel, bon, il y a des promesses qui ont été faites, et puis voilà, il est certainement en possession d'un certain nombre d'éléments qui lui permettent maintenant de s'afficher à la face du monde. On ne vient pas s'afficher à la face d'une rébellion si tel est que vous n'avez ni les moyens, ni les hommes, ni les capacités à pouvoir porter cette rébellion-là au premier degré. Donc, le mathématicien de Bangui nous donne raison. Le président Archange Touadéra nous donne aujourd'hui raison de savoir que c'est effectivement Bozizé qui est derrière toute cette affaire-là, qui se cachait au départ, qui voulait jouer le démocrate bon teint, mais qui en réalité est resté toujours dans sa peau de rebelle. Et comme l'a dit mon co-débatteur,
C'est quelqu'un qui a occupé d'éminentes fonctions au niveau de l'appareil militaire de son pays. Chef d'état-major, ministre de la Défense et en plus chef suprême des armées. C'est à croire qu'il doit avoir un soutien de quelque part. Et il faut que le régime en place puisse, à travers les renseignements et les dispositions sécuritaires, voire même sa stratégie de guerre, de reconquête du territoire, prendre toutes les dispositions possibles pour essayer de mettre un terme à cette affaire-là. Parce qu'il faut le retrouver, comme je l'ai dit ici sur une émission. Tant que Bozizé n'aurait pas été retrouvé, neutralisé, le bordel continuera. Neutraliser, qu'est-ce que vous entendez? Neutraliser, c'est un terme militaire, c'est-à-dire mis hors d'état de nuire. Le tuer, c'est la solution? Non, mis hors d'état de nuire. Il peut être, quand vous prenez quelqu'un que vous mettez en détention, il est mis hors d'état de nuire. Il est quelque part aussi mis hors d'état de nuire. Il n'a plus les capacités d'action à donner des ordres, par exemple, à donner des orientations ou à organiser, c'est pas des réunions ou un certain nombre de choses. Donc il est mis hors d'état de nuire. Alors, Patrick Armand-Poyon, on sait que François Bozizé est rentré en Centrafrique, on va dire, en griffe à la surprise générale. On n'avait pas forcément prévu qu'il fasse ce retour dans ces conditions-là. Aujourd'hui, il est à la tête de la rébellion. Son parti, le KNK, continue d'appeler à la fin et à la cessation des hostilités entre les deux partis. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette position double qui se joue au niveau du KNK? Un président intérimaire du parti qui dit qu'il faut appeler à la fin des hostilités, alors que, on va dire, l'autorité morale du parti prend officiellement la tête de la rébellion qui entend donc marcher sur Bangui. En fait, M. Bozizé, le président Bozizé est un stratège. Tout le monde le reconnaît. Il n'a pas dirigé l'armée pour rien. Il n'a pas été ministre de la Défense pour rien. Il n'a pas été chef d'état-major pour rien. Et n'oubliez pas qu'il a été chassé du pouvoir. Parce que souvent, lorsqu'on veut prendre le parcours militaire de quelqu'un, on parle de ses réussites, de ses prouesses et tout. Mais on oublie de dire qu'il a perdu au moins une fois. Donc, c'est clair que M. Bozizé fait peur, qu'il faisait peur depuis avant de s'afficher, et que, à partir de cet instant, s'afficher, et je le dis encore une fois, en stratégie militaire, c'est lorsqu'on est faible qu'on monte les muscles. C'est lorsqu'on est fort qu'on veut faire peur. Mais quand on est fort, comme actuellement le régime, vous voyez que la communication n'est plus régulière. Donc la stratégie du camp Bozizé, c'est de montrer les muscles à travers l'avènement de Bozizé à la tête de la rébellion, pour que certains chefs d'État de la sous-région disent « Ah, attention, si c'est Bozizé lui-même, il va falloir qu'on discute, il va falloir qu'on négocie. » Mais au même moment, que son parti puisse en appeler à la fin des hostilités, parce que les hostilités actuelles ne les arrangent pas. Parce que si nous félicitons, si nous saluons le parcours de Bozizé, n'oublions pas d'ajouter qu'en face, nous avons les Rwandais. Nous avons les Rwandais. En face, nous avons les Russes. Et vous connaissez la capacité de guerre des Russes et des Rwandais, ajoutée à l'armada des Nations Unies, qui va se renforcer dans les jours à venir sur demande du secrétaire général des Nations Unies. Je sais que M. Bozizé a dû recevoir la promesse de troupes, la promesse de soldats, la promesse d'argent, la promesse d'armes, mais je dis, lorsque nous avons en face des pays qui ne respectent aucun embargo militaire, aucun embargo sur les armes, et qui envoient des hommes aguerris comme ces pays-là, je crois que M. Bozizé aura du mal à s'imposer sur le terrain. Je crois que là, nous sommes devant une stratégie de guerre pour appeler au dialogue. C'est une stratégie pour appeler au dialogue. Et vous savez qu'en face, le régime est aussi têtu que M. Bozizé et refuse justement de dialoguer avec le fusil sous la tempe. Alors, donc, visiblement, selon l'analyse de Patrick Armand-Poyon, cela pourrait être donc une réaction parce que, visiblement, la rébellion est en train de reculer
notamment par rapport à la prise de certaines villes et qui étaient donc à ses mains. Aujourd'hui, on a l'impression que les forces loyalistes sont en train de reconquérir le territoire national. Ce serait donc une stratégie pour essayer de galvaniser la troupe et essayer de négocier aussi, selon vous? On peut voir ça dans ce sens-là. Et je voudrais lui accorder ce point-là en appuyant le côté un peu politique de cette guerre. Oui, là, on veut aller négocier en Angola avec le président angolais et tout ça. Mais on veut négocier avec qui? Avec une rébellion, mais qui en est la tête? François Bozizé. Maintenant qu'il s'affirme, on sait que c'est lui. Donc voilà un peu le côté politique de la chose. Il faut voir un peu que cette rébellion-là, elle s'est lancée comme ça, sans tête. On ne savait pas qui était derrière. Maintenant qu'il a décidé de s'afficher, cela peut permettre des négociations. Mais il vient dans un monde qui s'est réveillé très tôt. Il vient très tard dans un monde qui s'est réveillé très tôt. Ce n'est pas à la dernière minute maintenant qu'il vient s'afficher comme étant le chef de la rébellion, sachant que sur le plan politique, et j'insiste encore, il est en train de chercher une place de négociateur. Et je ne peux pas comprendre non plus qu'un chef rebelle, soit-il ou fût-il du moins président d'un parti ou président d'honneur d'un parti, soit en désaccord avec sa ligne politique, avec son groupe politique. Mais on va où dans tout ça? On ne sait pas qui fait quoi, qui joue à quoi. Donc, à jouer sur les deux tableaux, comme l'a dit mon co-débatteur, il est perdant. À tout point de vue, à tout égard, il est perdant. Moi, à sa place, je pense qu'il faut aller à des négociations. Il faut une récapitulation sans condition et aller droit au but et arrêter les hostilités. Sinon, il se fera prendre, sinon, qui sait? Peut-être qu'il perdra la vie comme certains de ses compagnons. Donc, il va falloir faire très attention. Il joue sur un terrain politique et à la fois sur un terrain militaire. Mais je voudrais souligner cet aspect. Voyons un peu le monsieur qui est complètement affaibli et qui reçoit des promesses, sachant, et comme l'a dit mon co-débatteur, que nos frontières sont totalement imperméables. Et n'importe quoi peut rentrer à tout moment, sachant que les frontières ne sont pas contrôlées. Il y a une étendue, je ne sais pas de combien de kilométrage entre le Soudan et la Centrafrique, le Cameroun, la forêt et tout ça. On ne sait pas qui rentre par où et sort par où. Donc, certainement qu'il a eu le temps, dans ce laps de temps où il est resté complètement dans le silence, de réorganiser, n'est-ce pas, ces troupes, non seulement ces troupes, mais réorganiser l'approvisionnement du matériel et certainement se définir une ligne de conduite et se donner une certaine notoriété sur le plan sous-régional. Mais je crains que ça l'amène à sa perte. Patrick Abompoyon, est-ce que François Bozizé bénéficie forcément du soutien de pays de la sous-région ou plutôt de soutien d'entités à dissocier des États limitrophes? François Bozizé n'est pas n'importe qui pour prendre des quelques rébellions et aller attaquer. Non, il a un soutien de 1 ou 2 États. Il a un soutien franc de 1 ou 2 États. Regardez mon regard et vous saurez lesquels. Il a un soutien franc de 1 ou 2 États. Seulement, vous savez souvent, Samuel Doe avait quitté le Libéria. Il avait quitté, il avait réussi à fuir. Il a fallu des gens pour le renvoyer encore là-bas pour qu'il aille mourir. Donc, il faut vraiment... C'est-à-dire, actuellement, regardez les élections législatives. Ça s'est passé dans la paix presque partout dans le pays. C'est la contradiction des élections présidentielles. C'est la contradiction. Regardez comment les élections législatives sont passées dans la paix dans presque tout le pays. C'est inimaginable. Il y a 3 mois de cela, on ne pouvait jamais imaginer qu'on peut faire une élection dans toute la République de Centrafrique. Et là, je dis, nous avons encore la preuve que si on laisse l'hypocrisie des Nations Unies, si on arrête l'hypocrisie des Nations Unies, nous avons des troupes, des pays dans le monde qui savent faire la guerre, qui savent mater des rébellions. Ça là, moi, vous savez personnellement que le soutien de la Russie, j'ai toujours des distances par rapport à ça. Mais là, la Russie et le Tchad
ont sauvé la Centrafrique. Et le Rwanda. Si on laissait cette affaire de force d'interposition, force de ceci des Nations Unies, les autres étaient en train d'arriver à Bangui. Les rebelles étaient en train d'arriver à Bangui. C'est vrai que les Nations Unies, sur le terrain, ont accompagné les initiatives gouvernementales, même si c'est vraiment en se mouchant le nez, même si c'est en portant des masques, on dirait mesures barrières, en portant des masques et tout, mais ils ont accompagné. Mais je vous assure que si on restait dans le discours hypocrite des Nations Unies, les rebelles prenaient Bangui. Tout à fait. Mais là, nous avons des forces combattantes aguerries, officielles, armées, équipées, avec des armes de dernier cri. Et ça, les rebelles n'arrivent pas à tenir, parce que même les États qui peuvent soutenir Bozizé n'ont plus les moyens des pays qui sont en train de soutenir le régime en place. Donc, je crois que actuellement, le président Bozizé, si j'ai un conseil à lui donner, je vais le préciser tout à l'heure, qu'en situation militaire, il y a là de retournement des situations. Donc, on ne peut pas aussi fermer totalement la porte. Mais je dis, si j'ai un conseil à donner au président Bozizé, c'est de faire comme il avait fait dans le temps, aller se terrer encore dans le désert et attendre une situation favorable. Mais là, sur le terrain, là, maintenant, là, ça va être difficile. Alors, sur le même date, quelle suite voyez-vous à cette rébellion-là dans les prochains jours de procès? On rappelle peut-être à ceux qui nous suivent que la rébellion est en train de perdre du terrain et que les forces loyalistes sont en train d'avancer et en train de couvrir, on parle actuellement de 2 tiers, de 2 tiers tout au moins du territoire national couvert par les forces loyalistes et visiblement, il y a de moins en moins de poches de résistance sur le terrain. Vous savez, déjà, une rébellion, elle s'améliore et se nourrit par un apport conséquent de moyens financiers, des armes et surtout des hommes. Dites-moi, qui a envie d'aller mourir pour vous dire aujourd'hui? Ils sont combien? Ceux qui instrumentalisent les rébellions jouent souvent sur les 2 tableaux. J'ai connu le cas du Libéria. Je l'ai souvent évoqué ici. Je connais celui de la Côte d'Ivoire. Quand vous ne progressez pas dans une rébellion, vous n'avez pas d'avancée qualitative, ce qui est le cas actuellement. Mais ceux qui continuent de vous donner, qui ont pris à charge, n'est-ce pas, la capacité financière de votre rébellion ou la capacité matérielle, commencent par vous tourner dos. Et si tel est le cas, aujourd'hui, je ne peux pas. C'est pour cela que je dis que Bozizé ferait mieux aller dans une négociation, point final, arrêter tout, et, demander aux gens de rendre les armes, qu'on procède à un désarmement, et que la République de Centrafrique soit pacifiée. Le coach Pouillon l'a dit tout à l'heure, on a voté, mais dans le calme, mais dans un calme festif. C'était un ennemi. Ceux qui n'ont pas pu aller aux urnes, qui s'en plaignaient il y a 2-3 mois ici, on en a discuté sur ce plateau, ont eu la chance cette fois-ci d'aller dans l'isoloir et de mettre leur bulletin dans l'urne. Mais que voulons-nous d'autre que ça? Donc, il va falloir que ceux qui animent les rébellions, qui se lèvent et qui ont tendance à aller jouer au va-t-en-guerre, c'est ce que je dis. Il faut les mettre hors d'état de nuit. Surtout qu'un pays comme la Centrafrique, dont le sous-sol est un scandale généalogique, un pays de cette envergure-là a besoin de se relever. Mais il ne faut pas oublier que ce conflit-là aussi il a un caractère géopolitique. Parce que la France est en train encore de perdre un de ses bastions où il allait puiser à volonté. Et ça ne me plaît pas. Et la Russie de l'autre côté qui donne des coups de pied parce que, bon voilà, il faut leur montrer que, bon, comme l'a dit le président Poutine quand il recevait le président Sarkozy, votre pays il est comme ça, le mien il est comme ça. Donc il va falloir que ceux qui animent, entretiennent ces rébellions-là, arrêtent de le faire parce que désormais, les chefs d'État, pour ceux que nous voyons là, et qui souvent sont un peu panafricanistes, ont compris que maintenant il faut jouer sur tous les tableaux. Si vous n'avez pas ce que vous allez chercher à droite, mais vous allez à gauche pour chercher des partenaires qui peuvent vous accompagner dans votre vision, n'est-ce pas,
de reconquête du territoire ou dans une stratégie économique ou politique. Patrick Amampoyo, une enquête a été ouverte contre François Bozizé depuis janvier pour rébellion. Selon vous, est-ce qu'il faut discuter avec François Bozizé ou selon vous, est-ce qu'il doit être mis aux arrêts et jugé pour notamment des faits de rébellion et pourquoi pas par rapport à tous les morts qu'il y a depuis le début de cette rébellion-là? Kabila peut discuter avec Mobutu jusqu'à il a chassé. Je crois que c'est ce que le régime de Centrafrique est en train de faire. Kabila peut discuter avec Mobutu jusqu'au moment où ils l'ont chassé. Je crois que c'est exactement ce que le régime de Bangui va être en train de faire. Gagner du temps dans des soi-disant discussions et continuer par sécuriser le territoire jusqu'à tout prendre. Maintenant, vous voulez qu'on discute de quoi, M. Johannes? Vous voulez qu'on discute du fait qu'un président a été élu, une assemblée a été élue, et que le pays est en train de retrouver sa normalisation, que ceux qui ont failli affamer Bangui, que maintenant qu'on a sécurisé Bangui, maintenant qu'on est en train de sécuriser le pays, maintenant que nous avons des institutions légitimement élues, vous voulez qu'on discute de quoi? C'est de ça qu'il s'agit. On va discuter de quoi? On va discuter du fait qu'on va mettre encore l'Assemblée en vase clos et faire un conseil national de transition. On va discuter du fait qu'on va encore faire un régime d'union nationale où des ministres seront en train de nourrir la rébellion avec leur salaire. C'est de ça qu'il s'agit. Je crois que l'État centrafricain est en train de retrouver les artifices, les attributs d'un État. Monsieur Bozizé doit prendre le temps d'abord de dire, bon, la situation est essentielle là, il vaut mieux se calmer pour chercher. Vous savez, en situation militaire, parce que beaucoup de personnes ont été chefs d'état-major, ministres de la Défense et tout, sans jamais avoir fait les écoles de guerre. Parce que ça, là, souvent, on oublie. C'est beau de savoir prendre des troupes avec l'argent et tirer partout, tirer sur tout le monde et conquérir. Mais en matière de stratégie, c'est autre chose. C'est carrément autre chose. En stratégie, on dit, vous vous rendez invincible et vous guettez la vulnérabilité des autres. Mais M. Bozizé, en ce moment, n'est pas invincible. Et les autres ne sont pas vulnérables. Dans ces conditions, on va se calmer d'abord. C'est pourquoi, vous savez, pour faire le parallèle, je salue le calme actuel de M. Guillaume Soro, qui a compris que la situation en Côte d'Ivoire ne lui est pas favorable et qui a décidé de se calmer. C'est comme ça en stratégie militaire. De la même manière, je voudrais dire ceci. Vous prenez la France en ce moment. Je vous assure, la France aujourd'hui fait très peu peur. Elle n'a pas de force combattante parallèle. Elle n'a que l'armée, avec un effectif limité. C'est pour ça, l'allégorie de tout à l'heure, votre pays est comme ça, mon pays est comme ça, que les Russes ont eu à dire, ça me fait rire. Aujourd'hui, vous avez vu en Arménie, il a fallu que la Turquie aille en Arménie pour que la France ne puisse rien faire pour aider les Arméniens. Ils n'ont pas de force combattante. La plupart des forces combattantes françaises sont au Sahel. Il n'y en a plus en réserve. Il n'y en a plus en réserve. Ça veut dire que ceux à qui la France fait des promesses de rébellion et autres, ils ne peuvent pas combattre. Quand la Russie envoie des troupes, la Turquie envoie des troupes, vous voyez en Libye, c'est pareil en Libye. C'est-à-dire que quand les autres ont des forces combattantes parallèles, pas l'armée, ils ont des forces. Regardez par exemple en Syrie, les Occidentaux avaient cette force compétente des Kurdes qu'ils ont formés, qu'ils ont équipés, qui les a aidés à mettre de l'ordre en Syrie. Mais ils les ont abandonnés. Les États-Unis, sous Trump, tout ça, là, ils ont abandonné ces gars. Alors que c'est ce que la Turquie a fait. Elle a gardé ses hommes et lorsqu'il y a besoin de chicoter quelque part, ils envoient ces hommes pour ne pas se mouiller la main. Ils envoient ces hommes, se salir la main, ils envoient ces hommes pour aller chicoter. La France n'en a pas. La France n'en a pas. Et je parle pour que les Français aussi comprennent que s'ils veulent aider des actions africaines, ce n'est pas avec des troupes régulières. On ne combat pas un rebelle avec des troupes régulières. Les troupes régulières doivent respecter les droits de l'homme. Les rebelles ne connaissent pas les droits de l'homme. Il faut des bandits comme eux pour les chicoter.
Mais si vous m'envoyez tout régulier, qui est là, dit droit de l'homme, on doit respecter ceci, alors que les autres ne respectent rien, nous avons la situation, certes, avantageuse aujourd'hui par rapport à hier au Sahel, mais vous avez vu, on 100 et quelques morts tous les jours au Niger, et 100 et quelques morts ceci, il va falloir que soit les Français changent leur stratégie militaire, soit que ces pays-là fassent appel à des pays qui ont des bandits comme les rebelles pour envoyer ces bandits chicoter les rebelles. Voilà qui est clair. Alors, sur le Mlamzat, on a l'impression que la position au niveau du KNK est ambiguë. Patrick Abampoyon en parlait tout à l'heure. On a d'un côté un leader qui dit qu'il est aujourd'hui officiellement un rebelle. Et on a le parti, avec notamment son président par intérim, qui dit « Nous voulons appeler à la cessation des hostilités ». Le bruit court aussi que le KNK sera dissous. C'est un bruit qui court en Centrafrique aujourd'hui. Est-ce que cette position du KNK-là se justifie aussi par sa volonté de continuer à exister je dirais, sur la scène politique centrafricaine? Je vous ai dit que Bozizé finira pas se mordre les doigts. C'est-à-dire c'est le serpent qui se mord la queue. C'est le serpent qui se mord la queue. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire à la fois. À partir du moment où vous êtes resté calme ou dans les ténèbres jusqu'à ce que la rébellion soit en train d'être vaincue, là, vous êtes aux portes des ténèbres et c'est là vous criez au paradis, au paradis. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Pour les expériences que nous avons de ce genre de choses, il va se noyer. Non seulement qu'il va se noyer, j'ai la crainte, je pense, et j'ai la crainte qu'il se fera livrer. Le coach a parlé de Do, il a parlé du président Do. À la dernière minute, il s'est fait livrer par l'ONU. L'ONU-ci. Non, je ne sais pas l'ONU-ci. C'est les Comores. Il était au palais à Monrovia, on lui a demandé de venir, les sorties sont pareilles, et voilà, et Prince Johnson a fait ce qu'il fallait faire. À un moment donné, quand ces puissances-là qui vous donnent les moyens savent que vous devenez des incapables sur le terrain, ils vous livrent pour se nettoyer elles-mêmes. Ces puissances, elles vous livrent et elles se nettoient politiquement, juridiquement et tout. Donc il est en train de jouer sur un tableau à double facette et il va se noyer. Et je dis, avant même qu'on en arrive à cette hypothèse, il va falloir que le régime de Bangui, comme le fait un bon mathématicien, son président, qu'ils aillent jusqu'au bout. Je l'ai dit ici, on ne discute pas avec quelqu'un qui vient pour partiser un territoire. Diviser le territoire en deux, ou lancer une rébellion, machin. Oui, il est fort dans la rébellion, il va jusqu'au bout. C'était le cas de Charles Taylor, de Yoweri Museveni et j'en cite d'autres. Ils vont jusqu'au bout, ils gagnent la guerre, ils prennent le fauteuil. Ou carrément, ils sont des incapables et qu'ils arrêtent de faire fatiguer le peuple et qu'ils dégagent. Donc, ouais, la situation est telle qu'aujourd'hui, déjà, je voudrais lever un point. Moi, je ne vois pas pourquoi pourquoi l'ONU envoie un contingent. On n'en a pas besoin. Ce n'est pas maintenant que nous sommes en train de gagner la guerre. Nous sommes à 80% de libération du territoire, que vous nous envoyez des troupes complémentaires. Pourquoi faire? On n'en a pas besoin. Que l'ONU se garde ses hommes. Je l'ai dit ici sur ce plateau. Les moyens qui seront affectés à ce contingent-là qui arrive, je crois, de 1 ou 2 bataillons, qu'on accorde ces moyens-là à l'armée centrafricaine pour qu'elle recrute plus de personnel pour combattre ces rebelles-là. Et l'armée centrafricaine, les FACA nous ont démontré, à partir de leur président et de l'état-major et tout ce qu'ils ont comme alliés, qu'on peut combattre une rébellion, voire même le terrorisme. Les Africains peuvent le faire. Pourquoi on nous prend pour des incapables? Il faut arrêter. Et il revient au président Touadéra de dire non, j'en ai pas besoin, vos troupes. Les moyens que vous donnez à ces troupes-là, donnez-les-moi. Moi, je mets des éléments en plus, je les fais former. En combien de temps il a formé les éléments-là? En moins de 6 mois. La formation commune de base, ils sont allés à 18 mois, et puis voilà, ils sont opérationnels sur le terrain. Cette formation-là, sûrement, doit avoir été pratique à hauteur de 80%. On met de côté la théorie et on va au front. Donc voilà la situation dans laquelle souvent certains se croient tout puissants.
se jette en aventure et se retrouve après le dos contre le mur en voulant négocier. Il est hors de question de négocier avec eux. C'est terminé. Sur Bangui, là, il n'y aura pas de négociation. Si je peux me permettre, je demande du haut de ma position au président centrafricain d'envoyer un petit secrétaire de la présidence à cette table de négociation. Qu'il n'y aille pas. Quand je suis en position de force, je ne discute pas. Qu'il n'y aille pas. Il n'a qu'à rester là-bas. Si ça doit être un motif, n'est-ce pas, pour venir l'attaquer de nouveau, mais sachez qu'il y a des gens comme les Russes qui n'ont d'ailleurs pas un bataillon. Ils sont à peine 100. Ils étaient 300. On a commencé par vider, et là, ils sont à peine 100 instructeurs. Ça se murmure. Non, je ne parle pas du groupe Wagner. Je parle des soldats russes qui sont là-bas pour entraîner. J'ai des informations quand même. Hein. Je ne parle pas du groupe Wagner. Le groupe Wagner, qui est lié, n'est-ce pas, au Kremlin, est un groupe qui conseille, qui donne des conseils et qui va au front avec, n'est-ce pas, les FACA. Mais les militaires russes qui sont restés sur Bangui, ils sont uniquement dans le cadre de la formation et c'est eux qui aident à pacifier le pays. Alors, Patrick Amampoyo, on sait que Vladimir Titorenko, ambassadeur russe en République centrafricaine, a accordé une interview à nos confrères de RFI. Il dit clairement François Bozizé est un criminel qui doit être arrêté. Dans quel cadre placez-vous cette sortie-là? Bozizé est sorti pour faire peur. Il faut une sortie pour le calmer, pour montrer qu'en face, il y a du répondant. Ce n'était pas au régime de répondre, la Russie a assumé. La Russie a assumé dans le but de prendre la première place, de prendre les avantages de cette réussite, de cette guerre qui sont en train de gagner. Donc, il faut situer ça dans un positionnement stratégique. Ça veut dire que pendant un bon moment, la Centrafrique dépendra de la Russie. La Centrafrique dépendra de Kigali, du Rwanda. Et ça, c'est ça qui ne plaît pas à certains. C'est pour ça qu'ils tentent de voir s'ils peuvent faire quelque chose avec Bozizé pour que le Rwanda et la Russie ne s'éternisent pas et ne s'installent pas. Seulement, voilà encore une erreur stratégique de la France qui a abandonné la Centrafrique au moment où ils avaient le plus besoin. Lorsqu'un président est élu, il a besoin de temps pour faire ses marques. Il a besoin de temps pour s'organiser, pour chasser une rébellion. Alors si, juste après son élection, la France l'abandonne, vous comprenez qu'il n'a pas le choix. Il est obligé de faire appel à des forces. Je voudrais simplement dire qu'il n'y a pas 100 Russes, il n'y a pas 100 Russes en Centrafrique, il y en a beaucoup plus que ça. Le discours de Poutine, il ne faut pas suivre ce discours de Poutine, parce que chez lui, personne ne contrôle rien. Donc, on peut annoncer ça alors qu'il y a peut-être 3000. On peut annoncer ça alors qu'il y a peut-être 6000. Mais il ne peut pas y avoir 100 Russes actuellement dans ce pays. Je ne parle même pas des mercenaires russes qui sont venus s'ajouter. Bref, nous avons des milliers de soldats russes sur le terrain. Nous avons des centaines, voire des milliers de soldats rwandais sur le terrain. De toutes les façons, je crois que la situation militaire qu'on a en ce moment n'est pas une situation militaire seulement à l'avantage de la force centrafricaine qui est sous embargo et qui ne peut même pas s'armer. Je crois que les Russes et les choses là font du bon travail. Ensuite, il faut aller en Libye pour comprendre de quoi on parle. Vous voyez, le maréchal Haftar avait une situation très favorable. Il avançait, au point où il voulait prendre Tripoli. Mais pour avoir échoué en Tripoli, pour avoir échoué là, il a eu ses parrains qui lui ont dit « calme-toi ». Parce qu'après avoir échoué en Tripoli, les parrains ne peuvent pas accepter cet échec-là et ne rien faire. On lui a donc dit « calme-toi, il faut un autre scénario pour permettre que nous ne perdons pas la face ». C'est pour ça qu'en ce moment, vous vous rappelez que c'est l'Égypte qui a répondu. C'est l'Égypte qui a dit « si la guerre ne s'arrête pas là, je rentre en guerre ». Ça a amené la Turquie à s'arrêter parce que la Turquie était sur le point d'aller jusqu'à Benghazi. Donc, il a fallu que l'Égypte dise on s'arrête là, tout de suite. Et là, on s'est arrêté et les discussions ont commencé. Et vous avez vu que le maréchal Haftar a été mis en retrait et il a accepté d'être mis en retrait le temps d'espérer un retournement de situation. C'est ce que le président Bozizé doit faire maintenant.
c'est attendre un retournement de situation. Sinon, actuellement, la situation est favorable au régime là-bas. Maintenant, par rapport aux négociations, à de grâce, il faut que le président centrafricain aille à la table de négociation. Parce qu'en le faisant, ce n'est pas Bozizé qu'il respecte. C'est ceux qui sont derrière Bozizé qu'il respecte. S'il envoie une secrétaire là-bas, faites très attention au retournement de situation. Et là, je vais vous rappeler encore une histoire. Vous vous rappelez, Pascal Lissouba était le tout puissant président du Congo, refusant pratiquement le dialogue. Mais il a fallu que l'Angola entre en guerre aux côtés. Que l'Angola entre en guerre aux côtés de Sassou Nguesso pour qu'en une heure de temps, Lissouba soit obligé de prendre la route pour l'aéroport et quitter le pays. De la même manière, c'est l'Angola qui dirige les négociations. En allant à la table de négociation, c'est un respect pour l'Angola, c'est un respect pour ceux qui sont derrière Bozizé. Il faut aller là-bas, même si il s'agit de faire un griffe du dilatoire pour perdre du temps et reprendre le terrain. Voilà qui est clair. On sait que la Russie est aujourd'hui très impliquée en République centrafricaine. Je sais que Souleymane Hamzat, vous voyez d'un bon œil l'appui et le soutien logistique, notamment russe, sur le territoire centrafricain et en Afrique dans une vue plus large. On parle d'armement, on parle aussi bien d'instructeurs, on parle de livraison d'armes. L'ambassadeur russe a reconnu qu'il y a eu 4 hélicoptères de chasse, de combat, voilà, qui ont été donc offerts aux autorités centrafricaines. On a l'impression que la Russie est militairement assis aujourd'hui en Centrafrique. Est-ce que, selon vous, c'est pour un temps ou bien c'est une situation qui pourrait être appelée à s'éterniser? Avant de répondre à votre question, je voudrais rebondir sur 2 points. Le premier point, je vous parle des chiffres. Je ne parle pas du point de vue de la capacité militaire russe. Je vous parle des formateurs et du groupe Wagner. C'est les deux qui se trouvent aujourd'hui en Russie. Le groupe Wagner, on sait ce que c'est. C'est une organisation à hauteur du Blackwater aux États-Unis. Maintenant, les instructeurs russes qui sont de l'armée régulière russe, ils étaient 300. Les chiffres sont connus, hein. Vous pouvez aller dans les statistiques. Aujourd'hui, ils sont 100. Beaucoup estiment, je ne vous arrête pas, beaucoup estiment, Souleymane Hamzat, que les chiffres qui sont annoncés, le personnel militaire officiel russe déployé en République centrafricaine est bien au-delà de ce qui est annoncé. Je veux bien qu'on me le prouve. Pourquoi voulez-vous pas que j'accorde de crédit à ce que dit le ministère de la Défense russe? Parce que les chiffres ne sont jamais là. Non, je sors d'un coin où je sais ce que c'est qu'une rébellion. Vous avez vu, il a fallu l'arrivée des hélicoptères de combat pour que ce personnel-là soit réduit. Parce que les gens, aujourd'hui, la stratégie de guerre ne se limite plus à un combat corps à corps au sol. On vous cible de loin et on bombarde, et puis c'est tout, on nettoie. On n'est plus dans des discussions fébriles au sol. La stratégie de conquête du territoire a changé. Ce n'est plus le même truc. Le deuxième point, c'est au niveau de la capacité même des FACA à faire déstabiliser Bozizé. Ça s'est montré, vous voyez de plus en plus que les gens sont joyeux, quand les FACA rentrent dans une ville, ils sont accueillis à bras ouverts. Et ce sont même les habitants de ces villes-là qui se font passer directement pour des agents de renseignement en disant « Ah, on a vu un groupe rebelle passer par-ci. » Et ça permet une avancée qualitative. Maintenant, pour en venir à votre question, celle-là que oui, par rapport à l'implantation russe. Par rapport à l'implantation russe. Mais il faut vous dire qu'on ne fait pas aucune guerre n'est gratuite. J'ai souvent dit ici sur votre plateau que tout missile qui est tiré dans le Mali, là, c'est le sol malien qui le paye. On nous parle de budget. J'ai vu une image tristement célèbre du Sénat français qui décide de combien de fonds il doit être alloué à la force Barkhane et autres. Mais qui paye ces sous-là? Quand eux, ils allouent ces sous, mais c'est nous prendre pour des idiots. Quand ils payent ces sous, c'est pas gratuit. Il faut bien que quelqu'un paye. Donc le pays est en dette, ou le pays est endetté sur des années.
Et on n'arrive pas à solder, ça rentre dans les dettes, c'est pas bilatérales ou multilatérales, ou carrément, on vous dit, bon voilà, vous avez de l'uranium passé, voilà, on calcule, et puis vous payez là. Donc c'est ce que fera la Russie. Je ne suis pas dans le secret des dieux pour vous dire quels seraient ou quels ont été les types d'accords entre le président Touadéra et la Russie. Mais ce qui est sûr, et on nous l'a dit, est démontré, un État n'a pas d'amis, un État n'a que des intérêts. Et ce faisant, s'ils ont des intérêts, je voudrais qu'un pays comme la Centrafrique, qui a un sous-sol bien garni, puisse discuter. Je peux vous prendre le cas de la Guinée, où c'est que le président a dit, bon voilà, on a fait même bas sur notre sous-sol, on l'a protégé, la Guinée, elle ne décolle pas. Ben, écoutez, les Chinois, voilà, on passe un contrat, moi je vous donne telle mine, vous me donnez ceci, cela. Il faut aller dans ce genre d'accord. Si le diamant centrafricain extrait peut permettre d'acheter les armes, d'équiper les hommes pour combattre une rébellion, pourquoi on ne peut pas le faire? Encore que c'est l'État qui le fait, donc c'est légitime. Il faut sauter au passage, n'est-ce pas, des accords comme les accords de Kimberley. Il faut les sauter, il faut les détruire complètement et avancer. Et le dernier point sur lequel je voudrais rebondir, c'est celui-là de... que dirais-je, celui-là du président Touadéra, d'avoir la capacité franche pour faire de son armée maintenant une véritable armée républicaine, au service de la nation, pas de lui, pas des politiques, mais une armée au service de la Centrafrique. Et cela, s'il faut creuser le sous-sol de la Centrafrique, avoir les diamants, les vendre pour avoir de l'argent pour payer les armes, encore que bon, l'embargo français, il vaut que dalle aujourd'hui. On dit qu'il y a embargo et pourtant les Russes prennent des avions, ils viennent déposer des armes. Attends, mais écoutez, ne prenez pas pour des idiots. Ils n'ont qu'à aller attaquer la Russie en lui disant qu'elle a violé l'embargo. Oui, on est dans un jeu, mais de mesquinerie, une mesquinerie politique et militaire qui ne dit pas son nom. Donc, en conclusion, pour chuter, un État a des intérêts. Un État n'a pas d'amis. Si le Centrafrique, comme je le dis souvent, a les moyens en termes de minerais ou autres de richesses, de s'équiper, mais qui n'hésitent pas une seconde et qui savent aujourd'hui les armes russes sont les meilleures. Alors, Patrick Arbon-Poyon, la position de la Russie en Centrafrique aujourd'hui, position appelée à s'éterniser, ou bien c'est pour un moment et on retourne chez nous? Citez-moi un pays du monde où la Russie est allée faire la guerre sans s'éterniser. En Syrie, la Russie est en Syrie pour bien longtemps. Ils sont en Libye pour bien longtemps. Ils sont en Arménie et autres pour bien longtemps. Et ça, c'est la conséquence grave des dérives extrêmes du président Trump à la tête des États-Unis d'Amérique. C'est pour ça que Joe Biden sait très bien. C'est pourquoi il se tourne vers l'Asie. Parce qu'il sait que ça, c'est des positions que la Russie a prises pour bien longtemps. Et penser qu'on veut lui récupérer ça, c'est déstabiliser inutilement un certain nombre de pays. C'est pourquoi les États-Unis s'orientent vers des zones inexplorées. Et c'est ça aussi en stratégie. Quand vous voulez faire des volumes, vous vous attaquez aux zones inexplorées. Mais dire aujourd'hui qu'on veut reprendre Centrafrique à la Russie, ce serait un vain mot. Qu'on veut reprendre aujourd'hui la Syrie, la Syrie à la Russie, ce serait un vain mot. Dire qu'on veut reprendre aujourd'hui cette situation en Arménie à la Russie, la bonne preuve, vous avez vu en Arménie, la Russie a envoyé des soldats. On vous a parlé de 1500 à 2000, ça attendait voir ce que ce soit 4000 à 5000. Donc, c'est pour dire que véritablement, la Russie s'installe. Et je voudrais dire à tous les panafricanistes, parce qu'ils détestent la France, qui applaudissent l'arrivée de la Russie, je voudrais dire, autant la France doit dégager, autant la Russie doit dégager. C'est un mal nécessaire pour le moment, mais aucun panafricaniste ne doit saluer l'avènement de la Russie en Afrique. Parce que
tous ces contrats-là, toutes ces interventions-là, c'est pour prendre... Pourquoi un chef rebelle attaque un régime et c'est un ambassadeur de la Russie qui répond? Ça veut dire que nous sommes dans un scénario où la Russie veut montrer à la face du monde la Centrafrique est une province désormais de la Russie. Et ça, nous devons nous réjouir du fait que le pays est en train d'être sauvé, mais nous devons faire attention à ne pas valider ça, à ne pas applaudir ça. C'est pourquoi moi je prie Dieu qu'aucun pays de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique centrale ne fasse venir des mercenaires russes, des mercenaires turcs, des mercenaires ceci. Non, on ne doit pas du tout, en tant que panafricaniste, se réjouir de ça, même si on en avait besoin en Centrafrique. Ne devons pas nous réjouir de voir notre continent quitter la main d'autres puissances et aller dans la main d'autres puissances encore plus floues, encore plus ténébreuses, encore plus bizarres. Donc, à partir de cet exemple, je dis oui à l'aide que la Russie est en train de porter à la Centrafrique, mais nous allons payer cher pour longtemps. Alors, la position de la Russie donc est appelée, dans vos deux analyses, on le sait, appelée à s'éterniser, la Russie dans le pays. L'ambassadeur a parlé de beaucoup de choses. Il estime aujourd'hui que la Centrafrique est en train d'avancer. Il a parlé d'accords, il a parlé de rapports par rapport notamment ils ont parlé des mines, si je ne m'abuse. Il a parlé aussi de tout ce qui était prévu pour aider l'État centrafricain à se relever. C'est forcément une position aujourd'hui que vous soutenez, selon vous, à essayer d'échanger avec les autorités centrafricaines, même si on sait, entre griffes, Patrick Amompouyon l'a dit, que la Russie est appelée à s'éterniser. Vous savez, quand vous vous retournez, je me considère comme quelqu'un qui a des responsabilités au niveau centrafricain. Si je me retrouve dans une situation de ce genre où, sur le plan militaire, je me retrouve complètement en difficulté. Vous vous souvenez que sur ce plateau, nous avons parlé de la capacité des FACA à ne pouvoir rien faire. Et il a été même dénoté après le check-up, n'est-ce pas, des poudrières à la prise de pouvoir du président Touadéra, qu'on a retrouvé dans les poudrières 250 Kalachnikov. Une armée, c'est pas 250 Kalachnikov. Il faille aussi équiper cette armée-là. Et s'il faut équiper cette armée, il faut des moyens. Et un État, comme je l'ai dit, n'a pas d'amis. Il faut sauter sur des opportunités. Là où la France est en train de bloquer le Centrafrique à avancer, à ne pas pouvoir lui donner les moyens d'action, pendant qu'ils évoquent dans leur pays qu'ils mettent tel nombre de milliards d'euros, au lieu d'attribuer ces prêts-là au régime en place, pour ne serait-ce que remonter au moins ça la face, on se rend compte qu'ils font pire. Ils mettent un embargo, ils animent une rébellion, encore que bon, on sait... Il n'y a pas de preuve que la France anime la rébellion. Écoute, on a vu des images. Hein, moi, on me trompe pas sur ce genre de choses. Vous savez que moi, sur ce plan-là, je suis un homme averti. Il y a des reportages des télévisions sœurs qui montrent que, je prends le cas du sergent ou l'adjudant-chef Rambo, un truc comme ça. Le monsieur, il discute, il a des contacts dans la rébellion, lui-même il est rebelle. Il cherche à savoir quelles sont les positions gouvernementales, lesquelles lui sont livrées par les Français. Les Français viennent sur un point, ils dégagent toute la population. Et la nuit, les autres viennent occuper le terrain. Ce jeu de double machette-là, ça ne marche pas. Il faut en finir avec ça. Et la France a tellement joué ce jeu qu'aujourd'hui, si l'opportunité est donnée au président Touadéra d'avancer par rapport à d'autres alternatives, il faut qu'il le fasse. Mais attention, je vous ai souvent dit, je suis contre les bases militaires en Afrique, moi. Je suis coagulé dessus. Une base militaire que vous implantez, il est difficile de la faire repartir. Mais la Russie, visiblement, en aura en Centrafrique. Je n'en sais rien, jusqu'à Rapa. Mais c'est possible. C'est possible. Pour ne serait-ce que apporter la tranquillité, permettre, je ne sais pas, sur un certain nombre d'années. Ouais, c'est là où surviennent souvent la manière dont nos chefs d'État discutent des accords.
négocie les accords, négocie le savoir-faire des partenaires qu'il a en face. Bon, pourquoi on ne dit pas que le Rwanda va rester aussi longtemps? Le Rwanda fait partie de cette guerre. Tout à fait. Et de manière officielle. L'ONU, qui est là, qui en rajoute en plus là, elle est là pour combien de temps? Personne n'en parle. Pourquoi on parle de la Russie? Pourquoi on veut toujours voir un peu plus haut que ça? Non. Moi, je pense qu'il revient au président Touadéra. Et je suis de ces jeunes panafricanistes qui disent que à des moments donnés, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non et s'arrêter. C'est pas parce que vous dites à M. Vladimir Poutine que vous ne voulez pas de ça chez votre pays, dans votre pays, qui va ramasser ces bagages et puis foutre le camp. Non. Les négociations sont plus poussées que ça. Qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'ils sont en train de discuter de tous ces trucs-là pour un but bien lointain? Qui ne vous dit pas qu'il vient en Centrafrique certainement pour répandre son idéologie dans la sous-région? Qui sait? La France le fait bien partie de la Côte d'Ivoire ici. Ouais, donc c'est une guerre asymétrique, mais avec un paramètre géopolitique très élargi. On ne peut même pas s'imaginer tout ce qui est derrière. Mais pour ce qui nous importe, nous, Africains, c'est de voir la Centrafrique pacifiée, qui est la paix, que les corridors soient ouverts, que les Centrafricains mangent à leur faim, et surtout que le président Touadéra n'aille pas négocier l'irréparable pour que la Centrafrique devienne un autre éternel esclave d'une je ne sais pas quelle puissance donnée. Donc il va falloir faire les choses dans les règles de l'art et permettre aux Centrafricains cette fois-ci de reprendre l'élan du développement et de faire bâtir une nouvelle nation. Alors, l'ambassadeur russe, on en parle toujours, Patrick Ambon-Poyon parle de recevoir des investissements russes, d'établir de coopération intensive économique dans le domaine des ressources naturelles, j'en parlais tout à l'heure, dans le domaine de l'énergie aussi, en particulier hydroélectrique, dans le développement du secteur de l'agriculture, ainsi que dans les infrastructures de transport. Visiblement, on est parti pour plusieurs années, pourquoi pas quelques décennies. On est parti pour longtemps. Vous savez, on a l'habitude de tout reprocher à la France au point d'oublier que la France a quand même des stratèges, même s'ils sont dépassés par les événements. Je ne vois pas la France pousser le régime centrafricain dans les bras de la Russie un peu plus. Parce que c'est les Français qui ont habillé, financé, militarisé les rebelles tels que M. Hamzat le dit, alors ils ont décidé d'implanter la Russie. Parce que plus le président centrafricain aura un pistolet sous la tempe, un pistolet des rebelles sous la tempe, plus il donnera tout à la Russie. Donc si nous reprochons des choses à la France, ne leur reprochons pas de donner tout à la Russie. Donc à partir de cet instant, faisons attention dans nos analyses en voulant généraliser les comportements français ailleurs, un peu partout en Afrique. La France a fait des erreurs stratégiques en Centrafrique, on est d'accord. Mais de là à trouver officiellement et dire sur un plateau que les Français seraient ceux qui financent et donnent les positions des troupes gouvernementales aux rebelles, faisons attention à un certain nombre d'affirmations. Cela étant, je voudrais dire que la Russie s'installe et s'installe durablement en Centrafrique. Et elle cherche la prochaine destination pour pouvoir s'installer. Mais il va falloir que nos leaders sachent s'arrêter quand il le faut. Parce que si nos leaders aussi ne savent pas s'arrêter et sont prêts à tout pour prendre le pouvoir, c'est ça qui fait le terreau favorable à cette puissance-là. En Côte d'Ivoire, il aurait suffi que la France, à qui on reproche tout, avance contre le président Ouattara, que le président Ouattara aurait fait appel à la Russie, aux Turcs et autres, et nous serons aussi dans ce scénario-là. Nous reprochons beaucoup de choses à la France, mais sachez que la France a la capacité aujourd'hui de pousser tous les pays francophones d'Afrique dans les bras de la Russie, dans les bras de la Turquie et autres. Donc, faisons en sorte que dans nos analyses, nous ne soyons pas dans la logique d'être tout comme France en train de promouvoir l'avènement de la Chine, l'avènement de la Russie. Vous savez, il y a quelques années au Bénin, dans le pays qui m'a vu naître,
La Chine en arrivait à donner des ordres au chef de l'État béninois. La Chine, l'ambassadeur de Chine, en arrivait à faire du bruit en présence du chef de l'État béninois. Mais aujourd'hui, je vois la Chine chercher par une fenêtre à rentrer au Bénin. C'est ça. La Chine, la France, la Russie, la Turquie, les États-Unis, que tout le monde frappe à la fenêtre et on verra si on n'écoute pas la fenêtre. Mais cette affaire de vouloir fuir la France à tout bout de champ et tout donner à une puissance, faisons attention à ça. Voilà, alors la société Wagner est le produit d'une imagination, ce sont les propos de l'ambassadeur russe. Pour lui, il n'y a pas de société Wagner qui tienne, il n'y a rien. Non, je suis pas dans cette logique. La société Wagner est connue, le Blackwater est connu. Et dans le cadre, puisque le coach Poyon dit qu'il faut faire attention à la France, il n'y a pas un État plus mercenaire que la France. Permettez-moi de le dire. La Légion étrangère, auquel moi j'ai appartenu, j'y suis allé, la Légion étrangère est une unité qui est remplie de, je ne sais pas, autre, c'est une multinationale de barbouse, qui ne dit pas son nom. Faites son bilan statistique d'intervention. La Légion, elle est partout. Aujourd'hui, cette Légion-là, apparemment, se trouve un peu affaiblie. Ils ont un détachement dans le Sahel, les forces spéciales. C'est des unités de la Légion étrangère. Vous allez au sein de la Légion étrangère, il n'y a pas beaucoup de Français de souche. Donc quand vous voyez des groupes comme Wagner, vous voyez le groupe comme de Blackwater aux États-Unis, mais ce sont des guerres bourgeoises. Permettez-moi le terme. Ce sont des guerres bourgeoises. Et comme l'a dit coach Poyon tout à l'heure, faites attention, quand la Turquie décide d'envoyer ses barbouzes aussi, mais ils ont copié sur qui? Ils ont copié sur un pays comme la France. La Légion étrangère date de très longtemps. Alors, quand vous faites quelque chose, ne croyez pas que les autres ne vous suivent pas. Ils vous suivent, ils regardent. Et ils rendent même plus performant ce que vous avez fait. Les unités comme le Front al-Nusra en Syrie et autres. Vous pensez que ce sont depuis Syriens? Prenez même le cas de Bozizé, pour revenir dans le cas de la Centrafrique. Ceux qui étaient présentés à la télé, là, sont des Centrafricains. Ce ne sont pas des Centrafricains. D'autres sont Soudanais, sont Tchadiens. Vous allez c'est le même scénario. Quand vous prenez la guerre en elle-même, aujourd'hui, de nos jours, ce ne sont plus les enfants des pays qui font la guerre. La guerre est plutôt bourgeoise. Patrick Abampoyon, rapidement, mot de fin. Un mot de fin, c'est dit que vivement l'État centrafricain et que, nous n'ayons pas besoin de Russes ailleurs, nous n'avons pas besoin d'une troupe étrangère ailleurs, et que les autres pays, les hommes politiques se parlent vraiment et évitent des situations qui vont faire appel à des forces extérieures mercenaires. Voilà, vous êtes Patrick Abampoyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous, Souleymane Hamzat, consultant en problématique terrorisme sur des questions de protection et de sécurité. Merci de nous avoir suivis. If they want to get you, they'll get you.
Restez informés à chaque instant sur SICA.